L'invité du jour, c'est vous, Benjamin Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris, mais vous avez aussi deux autres casquettes importantes dans l'actualité du jour. C'est que vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, et puis vous êtes le président du groupe d'amitié France-Ukraine. Il y a ce vote aujourd'hui à l'Assemblée. Faut-il, oui ou non, poursuivre l'aide à l'Ukraine et à quelle hauteur? Est-ce qu'il faut donner ces 3 milliards supplémentaires, davantage de munitions, davantage d'armes? C'est un vote globalement plutôt symbolique, c'est-à-dire que même si l'Assemblée vote non, ces 3 milliards, on est d'accord, ils sont actés. Oui, c'est un accord qui a été signé par le président de la République avec le président Zelensky lorsqu'il était à Paris il y a quelques semaines et qui nous engage sur le temps long avec les Ukrainiens, qui dit en gros que sur les prochaines années, nous continuerons à faire ce que nous avons fait ces 2 dernières années, c'est-à-dire l'aide financière, l'aide militaire, donner tous les moyens aux Ukrainiens pour gagner cette guerre contre la Russie. C'est la condition de notre sécurité. Mais ce sera aussi, je crois, un moment de vérité et de clarification, puisqu'on a des partis, notamment la France Insoumise, le Rassemblement National, qui nous disent aujourd'hui être pour le soutien à l'Ukraine, alors que depuis 2 ans, ils ont voté contre toutes les résolutions de l'Assemblée nationale comme du Parlement européen de soutien à l'Ukraine. Ils se sont constamment opposés aux mesures de sanctions ou de livraison Et d'armes. voyez, Ce sera un moment de vérité aussi, pour voir si on est pour la victoire de l'Ukraine ou pour celle de Vladimir Mais Poutine. enfin, c'est assez saisissant, Benjamin Haddad, c'est que je vous interroge sur le vote et sur l'aide à l'Ukraine et vous me répondez RN. Enfin, c'est-à-dire, on se demande à force de vous entendre au gouvernement ou dans la majorité, on se demande si vous faites ça pour l'Ukraine ou si vous faites ça pour diviser la France. Ouais, déjà, je vous rappelle que c'est un vote qui a été demandé par les oppositions. Donc le gouvernement a répondu à la demande des groupes d'opposition, même si d'ailleurs, nous, notre groupe majoritaire s'en est fait aussi l'écho, parce que je pense que c'est positif qu'on ait ces débats de politique étrangère, puisqu'aujourd'hui, au fond, il n'y a plus beaucoup de différence entre la Oui, politique mais ce que je veux étrangère dire, c'est et la qu'il politique y a deux questions. intérieure. Il y a une question, évidemment, et on va y revenir, qui est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Volodymyr Zelensky a déclaré d'ailleurs sur BFM TV, il répondait hier soir à une interview en direct sur BFM TV, dans laquelle il a dit, qu'il avait réussi à stopper l'avancée des Russes, 2, qu'il ne demandait pas à ce stade la moindre troupe au sol. Au fond, la question sur ce qu'il se passe là-bas, elle est devenue une question sur ce qu'il se passe ici, depuis la fameuse expression dont on se demande si ce n'était pas une expression malheureuse d'Emmanuel Macron, il y a 10 jours, qui dit qu'il n'exclut pas l'envoi de troupes au sol et qui, depuis, ne cesse de dire qu'il n'y a pas de limite. Pour autant, ses voisins, ses alliés disent l'inverse. Qui croire? Non, déjà, le président de la République, il a raison d'envoyer un message de fermeté très clair à Vladimir Poutine. Poutine pense qu'on va se lasser, qu'on va se diviser et que le temps... Il envoie tout seul ce message. Les autres disent mais non, il n'est pas question qu'on y aille. Donc il a mais regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. Voyez tous nos alliés d'Europe centrale et orientale, les Polonais, les États baltes, les Tchèques, ce sont les pays qui sont en première ligne face à la Russie, qui soutiennent la France et qui remercient le président de la République de sa fermeté. Il faut quand même le dire parce que c'est des pays souvent qui se sentent un peu abandonnés. Qui se sentent abandonnés, qui ont souvent une certaine méfiance vis-à-vis de la France comme de l'Allemagne. C'est avec eux qu'on pourra créer l'Europe de la défense. C'est avec eux qu'on a besoin de construire cette souveraineté européenne et cette Europe qui assume sa puissance et qui défend ses intérêts et sa sécurité. Et encore une fois, c'est un rendez-vous de courage où on montrera aujourd'hui qui est avec les Ukrainiens. C'est la condition de notre sécurité. Le président Zelensky, hier, a dit quelque chose qui est ce qu'on dit, qui est absolument fondamental. C'est tant que l'Ukraine tiendra, il n'y aura pas de troupes. Il dit tant que l'Ukraine tiendra, vos enfants ne mourront pas en Ukraine. Européenne. Il y a cette attaque, cette cyberattaque majeure hier contre des ministères français, visiblement une attaque tout à fait signée, transparente, c'est sibyllin. Il s'agit d'une attaque de hackers russes. Il y a ces propos, je voudrais les dire ici, même s'ils sont immondes, oui. Les propos de Dimitri Medvedev, l'ancien président de Russie, qui est encore aujourd'hui président de la Confédération russe, qui dit, et il faut s'y prendre à 2 fois pour entendre et pour s'assurer que c'est bien un ancien président russe qui le dit, Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. PS, j'ai écrit ça ce matin. Je n'ai pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Voilà ce que dit l'allié, le partenaire de Vladimir Poutine. Au fond, est-ce que la guerre n'est pas déjà là ? Voilà la réalité de ce qu'est le régime de Vladimir Poutine. Et c'est un régime, effectivement, qui redouble d'agressivité, de violence à notre égard contre les démocraties européennes et contre tout particulièrement la France. On l'a vu ces derniers mois avec une accélération des cyberattaques, des ingérences. Vous l'avez mentionné, c'est pas nouveau. On l'avait eu déjà dans notre élection en 2017, mais on sent une accélération, des provocations contre nous, contre nos partenaires. Et c'est pour ça, encore une fois, que cette guerre, c'est pas une guerre
lointaine qui concerne uniquement les Ukrainiens. C'est la condition de notre sécurité et c'est un moment existentiel pour l'Union européenne. Si l'Ukraine venait à tomber demain, c'est toute l'architecture de sécurité européenne qui sera mise en question. En plus, dans un contexte particulier dont il faut parler, qui est évidemment celui des élections américaines demain, avec un président Trump qui peut-être remettra en question les garanties de sécurité Mais je voudrais qu'on américaines dise à un mot de ce l'Europe et la qu'il se relation passe transatlantique. ici. Ce qui me met un peu mal à l'aise, et je vais être tout à fait honnête, c'est que ce sont des questions si essentielles, si vitales, et qu'on a quand même l'impression que vous en faites désormais un argument de campagne. C'est-à-dire que c'est un argument contre le RN. Mais la question, c'est pas le RN, la question, c'est l'Ukraine, la question, c'est ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire d'un enjeu vital une question bassement politico-politicienne? Mais l'enjeu, vous l'avez dit, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi un enjeu du débat européen qu'on est en train d'avoir en ce moment. Si le Parlement européen demain est bloqué, ce que souhaite l'extrême droite, comme l'est par exemple le Congrès américain, eh bien on ne pourra plus financer le plan de munitions de Thierry Breton. On ne pourra plus financer les 50 milliards d'aides économiques, financières, humanitaires qui ont été décidées récemment par l'Union européenne. Ces élections européennes, c'est aussi un enjeu fondamental pour notre sécurité. Moi, j'entends le Rassemblement national nous dire si le RN gagne, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Ça n'a absolument aucun rapport avec la choucroute. Nous, on va parler d'Europe. Et donc, on va parler des enjeux européens, que ce soit l'environnement, l'agriculture, les accords de libre-échange, l'immigration. Mais on va aussi, bien sûr, parler de l'enjeu de sécurité majeur qui est la question ukrainienne, parce que le scrutin du 9 juin aura des impacts sur notre capacité à financer ce soutien à Et le l'Ukraine. deuxième point du contexte intérieur dont je voulais parler, c'est ce timing économique. C'est-à-dire dire d'un côté on va donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine, au moment même où Bruno Le Maire et la Cour des comptes encore ce matin nous disent qu'il va falloir se serrer la ceinture, trouver 10 milliards en urgence, 20 milliards, 25 milliards peut-être demain. C'est vrai que le contexte est quand même douloureux pour les Français qui se rendent bien compte qu'on va devoir rogner sur un certain nombre d'aides. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre l'opinion sur cette question-là précisément des sous? Donner 3 milliards au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture. Mais c'est aussi pour ça que le président de la République a des termes graves, parce qu'il veut sensibiliser aussi nos concitoyens à la gravité de la menace et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ces 3 milliards dont vous parlez, qui seront l'aide militaire qu'on donnera à l'Ukraine en 2024, c'est le prix de notre sécurité. Et c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, à l'inverse, si demain on abandonnait l'Ukraine, la Russie se retrouverait propriétaire d'un tiers des exportations de céréales et de grains dans le monde. La Russie pourrait continuer à mettre la pression sur les prix de l'énergie à travers le monde. Ça aurait un impact très concret sur le pouvoir d'achat des Français. Donc on défend aussi nos intérêts sécuritaires, mais aussi nos intérêts économiques en assurant la souveraineté de l'Ukraine. Merci Benjamin Haddad d'être venu défendre donc votre position ce matin. Je rappelle qu'il y aura ce vote cet après-midi à l'Assemblée. Vous êtes député Renaissance de Paris et président du groupe d'amitié France-Ukraine.